Bonjour. Est-ce que Valérie Perrin nous a rejoint? Nous avons un bon petit équipage aujourd'hui de la CPME qui va être avec nous, et puis saluer des intervenants qu'on connaît bien, comme Marc Choët, qui a eu la gentillesse de nous présenter un joli petit webinaire il y a quelque temps. Thierry Morisseau, notre invité d'aujourd'hui, qui va se présenter, qui est dans un cabinet qui s'appelle Esalen, qui combine des compétences d'entreprise, d'organisation et de psychologie. Donc, c'est un attelage très intéressant. Et aujourd'hui, on va parler de la force mentale du dirigeant, parce que, évidemment, le dirigeant est confronté à beaucoup de choses. Quand on regarde les sondages, les indices sont assez délicats, en particulier d'ailleurs dans le service et dans le commerce, plus que dans l'industrie. Mais néanmoins, chacun a une réponse. Et puis, on est évidemment dans une crise sanitaire, mais le moral du dirigeant, il intervient à tous les moments finalement de sa vie. Et c'est de ça dont Thierry va nous parler. Vous pouvez donc poser des questions dans la petite fenêtre de discussion à mesure, et on essaiera de les prendre à mesure et de faire des petits breaks à certains moments pour s'arrêter dessus. Thierry, je vous laisse vous présenter votre petit cabinet. Oui, donc Esalen, c'est un cabinet qui articule deux personnalités. Donc moi, à la base, je suis psychothérapeute avec un consultant en organisation et en stratégie. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'allier la dimension, on va dire, de l'organisation et ses besoins, ses attentes, avec la ressource principale de l'organisation, qui est l'humain dans l'organisation, à ses différents niveaux. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la force mentale, mais la force mentale dans la dimension du sensible, c'est-à-dire dans la dimension de la perméabilité à l'autre. L'autre, c'est-à-dire ce qui est extérieur à soi, aussi bien l'organisation elle-même, de bien la comprendre, de bien la connaître, de bien situer ses enjeux, mais aussi l'autre, c'est aussi tous les collaborateurs qui travaillent à nos côtés. Donc voilà, donc par rapport à ça, on va passer. Oui, je vous en prie, Bruno. Oui, puisqu'on est dans les présentations, je voulais aussi peut-être que Valérie nous fasse une petite apparition, si elle peut. Valérie Perrin. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on m'a coupé la vidéo, hein. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est Christophe qui est le maître des… Voilà. Mais c'est écoutez, pas grave, l'essentiel étant de m'entendre. Voilà, donc une petite présentation, puisque on fera des petites interventions avec vous aussi dans ce webinaire. D'accord. Ah, ça y est, j'ai la vidéo. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous, ici, à la CPME, effectivement, début d'année, tout d'un coup, on s'est vu sans aucun appel téléphonique. On s'est demandé ce qui se passait. Donc, c'est nous qui avons décroché notre téléphone et on s'est rendu compte que la quasi-totalité des adhérents que nous appelions, que leur entreprise aille bien ou pas, n'avaient absolument plus le moral. Et donc, tout le monde sait bien que quand on n'a pas de morale, c'est beaucoup plus difficile d'affronter les difficultés. On a donc décidé qu'il était important de remettre des réunions en présentiel où les gens viennent un petit peu raconter leur histoire, ce qui se passe pour eux. On étudie ensemble pour trouver des solutions pour les uns et les autres, avec après des rendez-vous individuels en fonction de la problématique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit économique. Voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Là, on a déjà rencontré 50 chefs d'entreprise. Je reçois derrière des petits textos, des messages qui nous disent on a la pêche, on a repris de l'énergie. En fait, les gens ont simplement besoin de se revoir. Les webinaires, c'est très, très bien, hein, c'est une bonne solution. Mais là, ça dure depuis trop longtemps et les gens ont un peu besoin de se revoir. Il faut aussi qu'ils n'hésitent pas à décrocher leur téléphone, mais comme ils sont dans cette spirale où ça ne va pas, ils ne le décrochent pas. Et donc, ça ne s'arrange pas. Donc, c'est vraiment quand même la première chose que j'ai à dire, c'est
ne restez pas tout seul, décrochez votre téléphone. Il y a encore des gens qui reçoivent. Alors, bien sûr, on limite avec toutes les mesures pour ne pas attraper le Covid, hein, les masques. On a mis un purificateur d'air qui nous rend la pièce comme une salle d'opération d'un hôpital. On a fait tout un tas de choses. Et puis, ce sont des petits comités de toute façon, ce qui permet que les gens puissent échanger entre eux, ce qui est très, très, très bien. Donc, voilà ce que j'ai à dire en introduction. Merci beaucoup Valérie. Thierry va nous parler un peu de la mécanique mentale justement et comment ça fonctionne. Alors, donc, on va déjà essayer de le définir un peu, c'est-à-dire de définir qu'est-ce que c'est que la force mentale sensible. Donc, la force mentale, ça articule deux notions, c'est-à-dire la notion de force qui est plutôt reliée au corps et à sa capacité d'action, et le mental qui est plutôt en général en lien avec une dimension cognitive, une dimension de traitement de l'information, mais également, et ça c'est tout l'enjeu actuel, c'est émotionnel, c'est-à-dire comment ce mental peut être au service de ses propres émotions, des émotions du dirigeant ou du manager, mais aussi au service de ses émotions pour les canaliser tout en les accueillant. Donc cette articulation, elle est là aussi pour que, par cette écoute intracorporelle, le dirigeant, le manager puisse maintenir une stabilité, un équilibre, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il en est le garant et il en est, je dirais, l'appui. Il participe de cet appui dont, effectivement, comme l'a souligné Valérie, les gens ont vraiment grand besoin actuellement. Donc, c'est comme un capitaine intérieur qui ressent cette stabilité ou qui la maintient ou qui la travaille afin de la transmettre. C'est en fait le socle d'une autorité qui n'est plus un autoritarisme de d'ordre, c'est-à-dire comme un prof ou un maître d'école, mais plutôt une autorité qui rassure, sur lequel les collaborateurs peuvent s'appuyer. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à cette notion de force sensible ou ça vous paraît clair ? On va avancer, Thierry. Les gens vont poser des questions, on les compile, je vous les regroupe chaque fois qu'on en aura. Okay. Oui, d'accord, parce que moi, je ne les vois pas, donc je ne vois pas et je ne vois pas ni les gens, ni les questions, ni rien du tout. Voilà, justement. Je fais entièrement confiance. Allez-y. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, quelle problématique dans les organisations ? Donc, la ressource humaine, comme vous le savez tous, est une ressource sensible qui est très vulnérable aux aléas, c'est-à-dire aux aléas climatiques internes. Vous pouvez être avec la même personne et d'un instant à l'autre que intérieurement, vous ne ressentiez pas du tout les mêmes choses. Donc, la ressource est très sensible aux tensions relationnelles, mais aussi au flou dans les consignes. Et cette force mentale dont doit faire preuve le dirigeant est au service justement de la stabilité de cette organisation ou des consignes qu'il a à transmettre, mais aussi de la stabilité de celui qui représente cette organisation, c'est-à-dire soit le manager, soit le dirigeant lui-même. Donc l'équipe elle-même, c'est-à-dire soit le corps collectif de l'organisation, manque souvent de cohérence par manque de compréhension de quel est l'objet ou quelle est la vision du dirigeant ou du manager et comment il la transmet, comment il est clair dans ses propos. Donc, quelque part, la stabilité ou la force mentale permet de garder les collaborateurs dans un engagement par rapport à des valeurs qui peuvent être formulées, mieux comprises, les valeurs de l'organisation. Et non plus par peur de perdre un emploi ou par la peur. C'est quelque chose qui est un vecteur par l'engagement et non plus par la peur. Si le pilote, en fait, la force mentale du pilote se dégrade, ça met à jour trop la vulnérabilité du dirigeant et ça devient dangereux pour l'organisation qu'il représente. Donc ça crée de l'inquiétude en résonance avec la vulnérabilité qu'on porte tous en nous et qui vient résonner sur cette vulnérabilité qui devient trop visible. Donc cette force mentale, elle est vraiment au service de cette stabilité, mais elle ne peut pas être jouée. Il faut qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit incarnée. Donc, si cette vulnérabilité
vécue, incarnée et stabilisée, ça devient alors une force. Si on est vécu par cette vulnérabilité, ça induit une perte de confiance, des résistances, et il y a une force collective en face, au niveau de l'organisation elle-même, qui vient s'opposer parce qu'elle a peur. C'est comme une mutinerie dans l'interne d'un corps collectif constitué par l'organisation. Et donc, ça altère rapidement son unité. Donc, je continue à dérouler. Donc, comme vous pouvez le voir, l'homme a toujours été depuis qu'il existe, en fait, il a été confronté à des problèmes linéaires auxquels il fallait qu'il trouve des réponses, en général par le biais de sa force cognitive. Donc, inventer des outils, même s'il avait des informations multiples qui lui parvenaient et qui traitaient de toute façon par le biais cognitif. Aujourd'hui, il s'agit par l'arrivée de tous ces nouveaux médias, bon, ça a commencé quand même au début du XXe siècle avec le cinéma, les images en mouvement, ça crée une forte dynamique émotionnelle. Et cette forte dynamique émotionnelle projette la personne dans l'univers d'un autre, c'est-à-dire celui qui propose ces images. Donc, l'excitation par le nerf optique augmente. Donc, en permanence, les gens sont soumis à des images qui créent une forte excitation de leur système nerveux central. Avec l'arrivée du numérique et avec l'actualité que beaucoup de réunions se passent en dématérialisé, les stimulations sont de plus en plus fortes et peuvent parfois être trop fortes. D'où l'importance que cette force mentale puisse être et à l'écoute de l'excitation de celui qui transmet, mais aussi de l'excitation par empathie de ceux qui reçoivent. Alors, ensuite, pourquoi c'est C'est vraiment le cas d'ailleurs actuellement. Effectivement, on en parlait avec les visioconférences et il y a vraiment de plus en plus aujourd'hui de remarques sur le sujet parce que c'est un recours évidemment très pratique. Seulement, on commence à en voir les limites. Hein, on en a vécu les vertus, on en voit vraiment aujourd'hui les limites et quelque part, ça s'ajoute à quelque chose d'anormal. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on roulait tout le temps avec la roue de secours, quoi. C'est pas très rassurant. Oui, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que j'entends bien, c'est pas très rassurant, mais comme c'est cette réalité qui habite la société actuelle, je pense qu'il y a une nécessité d'apprendre à faire avec et pas à faire contre. Et c'est là où interviennent tout ce qui peut être compliqué pour les managers, c'est comment je fais avec. Oui. Donc, Comment j'agis sur quelqu'un à distance en télétravail, hein, dont je ne connais pas tout l'univers aussi dans lequel il vit sa problématique et celle du lieu qui va avec. Donc, c'est un management supplémentaire et un peu particulier qui devient compliqué et qui, pour le dirigeant, s'ajoute encore un petit peu déjà au poids qu'il ressent des difficultés actuelles, quoi. La perte, le risque de perte, quand on sait aujourd'hui que c'est dans le service, dans le commerce qu'il y a le plus d'inquiétude et qu'on prend les petites entreprises, c'est quand même là qu'elles sont en partie. On sait d'ailleurs que l'industrie, de ce côté-là, a peut-être un petit peu un meilleur moral. Et puis évidemment, dans l'industrie, bien qu'il y ait beaucoup de télétravail aussi dans l'industrie, il ne faut pas se faire d'illusions, mais il y a quand même néanmoins une organisation qui est quand même plus présentielle. Voilà. Quand on voit la somme de ces petites entreprises, ces individualités et de la taille de ces petites entreprises qui n'ont pas un staff énorme et dans lequel aujourd'hui ce que vous devez nous livrer doit être aussi une sorte de petite trousse de pharmacie d'urgence, on va dire, hein, qui permettent de trouver les postures et de formaliser. Voilà. Oui, alors par rapport à ça, pour aller dans le sens de ce que vous exprimez, c'est-à-dire que cette notion de présentiel, qui n'est pas toujours possible, et loin de là, c'est aussi comment on passe par un renforcement de la présence elle-même, de la présence de celui qui anime, de la présence de ceux qui écoutent, c'est-à-dire
de faire état de présence, puisque ce présentiel, bon, même si effectivement dans l'industrie, parce qu'il y a quelque chose, il faut manufacturer des objets, peut-être il y a plus de présentiel, néanmoins, toutes les réunions des collaborateurs, elles vont souvent se faire par des moyens numériques. Donc cette notion de présence, ce que j'essaye de vivre avec vous, là, c'est comment, à travers un outil qui est assez nouveau dans son utilisation, puisque là, moi, je ne vous vois pas forcément, je vois plus ou moins mon PowerPoint, je vois des toutes petites vignettes de gens qui sont là, mais je ne les vois pas tous en plus, puisque bon, je ne sais pas encore très bien manipuler cet outil. Et comment je participe activement, mais par ma présence personnelle, à intégrer ce nouvel outil. Et ça, c'est quand même tout l'enjeu pour les dirigeants, c'est-à-dire comment, à partir d'une animation d'une réunion ou d'un suivi des collaborateurs, c'est par sa présence propre qu'on va créer un climat de ce qu'on appelle de congruence, c'est-à-dire où quelque chose va se rassembler autour du dirigeant ou autour du manager. Bon, on va continuer. Donc, comme vous l'avez souligné, c'est devenu un sujet aigu du fait de la crise sanitaire, cette notion d'arriver à rester stable avec des outils nouveaux, avec des gens qui ont une forte attente justement de présentiel, qui ne peuvent pas toujours l'avoir. Donc, on est bien obligé d'en référer à la présence elle-même. Donc, là, j'ai les impacts de cette… je passe par les dangers déjà. Donc, il y a une grande quantité d'informations que les personnes reçoivent en permanence, avec des niveaux relationnels faibles et des niveaux émotionnels forts. C'est-à-dire, le niveau relationnel est faible puisque les gens ne se voient pas, mais le niveau émotionnel est fort puisqu'ils vont recevoir des tas de mails qui peuvent être aussi des mails, des SMS d'inquiétude ou de tension. Donc, la stimulation du système nerveux central est très, très forte. Et donc, il y a besoin de calmer cette excitation. Et d'où là l'importance que la force mentale du dirigeant ou du manager soit forte. Parce que sinon, tout cet univers émotionnel se mélange à l'intérieur de la personne et elle se fragmente. C'est-à-dire, elle confond toutes ses émotions, tous ses sujets, et elle se perd. Et c'est au dirigeant ou au manager de recentrer la personne sur quelle est son action, qu'est-ce qu'on attend d'elle, de la rassurer. Ça rejoint Thierry, la question que nous pose Jean Aguet. Est-ce que l'on tire des autres, est-ce qu'on tire de la force mentale des autres? La force mentale, elle part quand même de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est au sein d'une équipe où il y a une bonne congruence, une bonne qualité de lien, cette force mentale, elle va faire synergie et effectivement, elle va s'appuyer, les personnes vont s'appuyer les unes sur les autres. Donc, il va y avoir une cohérence globale, ce qu'on appelle une congruence, une force du corps commun qui est l'équipe. Mais à la base, celui qui est en responsabilité, c'est lui qui doit porter à la base cette force mentale, et par cette force mentale, il va créer un apaisement de ses interlocuteurs. Mais à condition qu'ils présentent de façon claire les objectifs, éventuellement ce que l'organisation attend, le service attend, l'entreprise attend des collaborateurs en présence. Mais la présence, elle commence par celui qui anime, celui qui dirige. Justement, on peut… Là-dessus, celui qui anime, il peut animer en présentiel ou il peut animer à distance. C'est aussi un nouveau design de réunion que l'on a en visioconférence dans lequel beaucoup de gens ne sont pas habitués. Je veux dire, nous, on n'est pas tombé dedans quand on était petit. En plus, il y a beaucoup de techniques différentes utilisées par les uns et par les autres qui fait qu'on peut être assez vite déstabilisé simplement par des écrans, des boutons, des endroits où on s'était rassuré en discutant avec ses enfants. Et puis tout d'un coup, avec l'entreprise, ce n'est pas la même chose. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ce design de réunion, il est important parce qu'il fait partie de la rassurance et de montrer qu'on maîtrise aussi les choses, quoi. Parce que c'est sûr que c'est comme une réunion dans laquelle on laisserait les fenêtres ouvertes et les feuilles de l'exposé s'envoleraient, on passerait le temps à les chercher, on se dirait qu'est-ce que c'est que ce bazar.
Donc, Il faut aussi accepter qu'on puisse être déstabilisé, c'est-à-dire que là, moi, c'est la première fois que j'anime un webinaire, donc je ne vous cache pas que c'est très déstabilisant puisque moi, j'ai pour habitude d'avoir des relations duelles, c'est-à-dire à deux. Là, il y a un certain nombre de participants que je ne vois pas, je ne sais pas qui est là, qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça, il y a aussi, je pense que celui qui anime ou celui qui dirige la réunion, il a aussi en charge de dire, bon, ok, je communique que c'est assez déstabilisant comme mode de communication, donc il peut communiquer tout à fait ouvertement, et c'est ça que j'appelle le mental sensible. Il peut communiquer à ses équipes, bon voilà, là, je ne sais pas trop qui a envie de me parler ou qui a envie de poser des questions, donc je vous ai... Attention, vous avez un petit problème de son, apparemment. D'accord. Bon, moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends, mais... Si, on t'entend très bien, tu peux continuer. Bon, donc, en fait, voilà, tout ça, c'est très important parce que, quelque part, cette cohérence de celui qui est soit le dirigeant, soit le manager, elle va soutenir une cristallisation autour d'un objectif défini, qui parle, qui pense, qui est pensé par le dirigeant ou le manager. Donc, après, les enjeux et les questions à traiter par rapport à ça, on va partir du principe que comment on fait pour renforcer ce mental? Comment on fait pour le faire évoluer d'un mental, on va dire, plutôt cognitif, plutôt qui résout des problématiques, vers un mental qui crée, qui participe de créer de la stabilité autour de lui? Est-ce que quelqu'un a une idée de... Est-ce que cette notion de sentir à l'intérieur de soi que c'est paisible, que c'est tranquille, est-ce que ça a du sens, par exemple Valérie, puisqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps, que ce climat paisible peut rayonner du paisible autour de soi? Oui. Alors, moi déjà, ce que je voulais dire, parce que j'ai eu beaucoup de dirigeants sur la problématique tant de télétravail que des réunions en visio, déjà, il faut savoir que le dirigeant doit donner des instructions à ses salariés sur le fait que le salarié ne doit pas être connecté en permanence sur son ordinateur, qui ne répond pas à 11 heures du soir. Il doit utiliser en fait un temps de travail pour pas devenir saturé. On voit des tas de salariés qui sont en limite de burn-out parce ils ont constamment l'écran allumé, ils voient un mail arriver à 10 heures du soir, ils y répondent tout de suite. Donc, la première des choses que j'ai à dire, il faut que les dirigeants donnent des instructions à leurs salariés sur le temps d'utilisation déjà du télétravail pour ne pas créer un ras-le-bol total. Oui. Pour les réunions en visio, ça se prépare. Donc, moi, je dis d'abord, il faut les programmer en se disant, allez, on se voit, on fait une réunion, je dis n'importe quoi, tous les lundis à 10 heures. Le vendredi, j'envoie un mail à tout le monde en disant, voilà, le sujet va être celui-là. Si vous avez d'ores et déjà des questions, envoyez-moi un mail par avance. Comme ça, je vous donne la parole quand on y est tous. Je demande à tout le monde de mettre la caméra parce que très souvent, les réunions, notamment du matin, pour ceux qui sont habitués à faire du télétravail chez eux depuis longtemps, ils sont encore en pyjama, ils ne sont pas habillés. Et non, mais c'est vrai. Et donc, il y a un vrai mélange des genres. Il faut vraiment distinguer le temps de travail du temps personnel pour déjà pas créer ce ras-le-bol, pas avoir ce moral qui chute. Donc là, il va y avoir une visio. Alors, bien sûr, il aura peut-être le pyjama en bas. On voit des pubs comme ça à la télé. Mais il met au moins quelque chose, il se coiffe. Déjà, ça lui donne. Et on met la caméra sur tout le monde. Et si on a eu l'échange par mail avant où les uns les autres ont déjà posé des questions ou mis leurs problématiques, ça va être plus facile aux dirigeants de donner la parole aux uns et aux autres, ce qui va rendre la réunion beaucoup plus interactive. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Moi, je vois ici quelquefois où on est obligé de participer à des visios du national ou de choses comme ça. On met l'ordi dans un coin, on laisse ça discuter tranquille, on bloque la caméra et le micro, on attend que ça se passe. Or, si on ne veut pas que les salariés fassent la même chose,
Il faut rendre la réunion intéressante, les faire courtes, les faire interactifs, avec tout le monde qui a la caméra d'allumée. Et le fait de l'avoir préparé en amont avec les questions qu'on pose, ça permet aux dirigeants de donner la parole aux uns et aux autres pour que ce soit interactif et intéressant. Et attention à la durée de la vidéo. Alors ça, c'est… Pardon, je vous en prie. Je voudrais juste réagir à ce qu'a dit madame par rapport au fait de ne pas allumer sa caméra. Les gens ne font pas forcément exprès parce qu'ils n'ont pas forcément une bonne connexion chez eux. Donc, nous, on l'a rencontré auprès de nos collègues. Et voilà, et si vous allumez votre caméra, ça vous prend tellement sur votre Wi-Fi que vous n'arrivez plus, enfin, ça coupe. Donc, ce n'est pas forcément volontaire. C'est ça que je veux dire. Enfin, je veux dire, il faut distinguer les gens qui le font vraiment volontairement des gens qui le font parce qu'ils ont une mauvaise connexion, une connexion pas suffisamment importante. Et par rapport au point je pense, de la déconnexion, enfin, une charte de déconnexion, c'est quand même pas mal de la mettre en place, de la rédiger et de la partager avec ses collaborateurs. Oui, comme une charte, en fait. Oui. Parce que je pense que cette notion de créer une charte qui, en fait, va servir à tout le monde, c'est aussi une façon de proposer une autre forme d'écoute. C'est-à-dire que puisque cette écoute, elle va être forcément altérée parce que soit la connexion Wi-Fi n'est pas bonne, soit, il y a tout un tas d'aléas technologiques difficiles. Je pense que le fait de créer une charte d'accueil de ce qui, aussi de la réalité de l'autre, ça me paraît très important dans ces nouvelles formes de réunion, dans ces nouvelles formes de relations avec ses collaborateurs, et dans le fait de rester serein, même si l'image est coupée, même si ça s'arrête, de rester dans une certaine cohérence de soi. Parce que je pense que tout l'enjeu de ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui… Ok, mais… Oui, je vous en prie, Bruno. Je vous écoute. Continue. Oui, mais comme je ne sais pas, bon, c'est pas grave. Donc, par rapport à tout ça, comment le dirigeant, quand il est dans des réunions comme ça collectives, comment il va être dans cette attention, comment il va, je dirais, interpeller ses différents collaborateurs. Moi, je m'en rends compte, là, puisque c'est la première fois que je fais cet exercice, que ce n'est pas facile. C'est-à-dire que, étant donné que moi, j'ai absolument pas, je ne vois pas les gens, enfin, je les vois au fur et à mesure qu'ils interviennent, mais sinon, je ne les vois pas. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur de moi. Par contre, je peux aussi, si j'étais dirigeant, là, je fais une présentation, c'est aussi interpeller de façon, avec une certaine humilité, voilà, moi, je suis déstabilisé par ces nouveaux modes, comment on construit ensemble à travers ces nouveaux modes de relations managériales qui vont être les nôtres à partir de maintenant, comment on construit ensemble ce que disait tout à l'heure Mélinée, c'est-à-dire une charte collective par rapport à cette réalité. Donc, ce que j'ai mis au point 4, c'est-à-dire les engagements réciproques que chacun doit prendre, me semble fondamental et fondateur dans ces nouvelles formes. Alors, il ne faut surtout pas oublier que quand il y a ce type de réunion, la personne peut continuer aussi à recevoir des tas d'informations par son téléphone, mais aussi par ses mails. Et c'est très important que cette qualité de lien qu'on se doit de construire avec ses collaborateurs, c'est que le collaborateur puisse se permettre de dire « bon là je vais arrêter parce que j'ai un SMS urgent à traiter ou j'ai un mail urgent à traiter ». Je pense que plus on dématérialise, plus ça demande de l'authenticité et de l'honnêteté les uns par rapport aux autres. Parce qu'effectivement, ce qui peut se passer, c'est que les gens coupent parce qu'ils ont autre chose à faire et pas forcément pour fuir la réunion. Donc, je pense qu'il est préférable de pouvoir dire « bon, je vais m'absenter, j'ai plus beaucoup de temps », plutôt que les gens puissent s'autoriser, que les personnes qui font partie de ce corps collectif qui est soit un service, soit une entreprise entière,
puissent dire ce qui se passe pour eux. Alors, je voudrais faire juste un témoignage juste par rapport à ça, Thierry, parce qu'en fait, je venais d'une réunion précédente, je vivais un peu ce que vivent tous les gens en ce moment, c'est-à-dire qu'on enchaîne aussi ces réunions-là. Et du coup, j'ai eu du mal à rentrer dans les premiers instants. Et à partir du moment où tu as parlé de toi, moi, j'ai senti vraiment à dire, ben voilà, je me sens, ça me fait quand même un peu bizarre. Donc, tu as parlé de toi. J'ai été captée immédiatement, en fait. Et je pense que parler de ses ressentis en visio, du coup, ça amène le leader en tous les cas. Il permet aussi dans ces cas-là aux autres de pouvoir aussi parler de leurs ressentis. Donc, du coup, c'était vraiment extrêmement fort et immédiat. C'est-à-dire que ça nous capte. oui, mais je pense Vraiment un courage aussi à se montrer et à montrer son émotion, justement, et à la partager. moi, je pense que ce mental sensible, c'est justement ça, c'est-à-dire comment je mets le mental au service de la transmission de mes états émotionnels. Et l'intelligence émotionnelle, qui est le grand enjeu du développement, de sortir progressivement du raisonnement cognitif classique pour rentrer dans une relation avec l'intelligence émotionnelle qui est plus, je dirais, pour utiliser un mot technique, qui est plus quantique que dans une physique rationnelle classique qui fonctionne de façon linéaire. C'est-à-dire qu'en permanence, la personne reçoit des tas d'informations et doit les traiter. Mais elle doit aussi pouvoir communiquer autour de ce qu'elle ressent. Parce que là, effectivement, c'est assez impressionnant en fait de faire une présentation comme ça, avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, sans trop savoir comment ils reçoivent l'information, avec un support qui n'est pas la réalité de ce qui est vécu, qui est juste un support réflexif, mais qui n'est pas ce qui est en train de se vivre. Et faire vivre quelque chose entre vous et moi, c'est pas si facile. Et je pense qu'aujourd'hui, le dirigeant, faire vivre quelque chose d'incarné dans une relation dématérialisée, demande qu'il s'implique émotionnellement et au niveau de sa vulnérabilité dans la relation aux gens en présence à ses côtés. Donc là, je le vis, je m'en rends bien compte, donc je peux aussi à ce moment-là le penser, le transmettre, mais je pense que ce vécu, du fait qu'on ne sait absolument pas combien de temps va durer cette notion d'être amené à faire des relations, à avoir des relations dématérialisées avec ses équipes, comment on s'implique, comment on se donne, comment on demande sans demander aux autres de se donner dans la relation par cet engagement dans la présence. Une présence qui reste quand même, qui peut s'agiter et ça peut se dire je suis agité, ça fait beaucoup, en fonction de données, parce que quand on est au sein de l'entreprise, il y a aussi des données factuelles sur lesquelles, en général, la réunion, il y a un sujet, c'est-à-dire les gens savent pourquoi ils sont en réunion. Ils sont pas là, je présente quelque chose sur la force mentale, mais dans le cadre d'une réunion professionnelle, les gens vont avoir, les personnes en présence savent à peu près ce qu'est le sujet de la réunion. Et je pense qu'au départ, peut-être que dans ce type de réunion, cette force mentale sensible, elle est là aussi pour définir et le cadre, le temps que va durer la réunion, mais aussi les différents sujets qui vont être abordés. Et de laisser aussi peut-être l'espace de la créativité de chacun dans le cadre de la réunion. Qu'est-ce que chacun peut dire? Qu'est-ce que chacun peut apporter au sujet qui est traité? Alors bon, voilà, moi j'ai fini de présenter mon truc là, donc je vais l'arrêter. Il y a Antoine qui veut parler. Oui, mais j'écoute. Antoine, il faut que tu mettes ton micro, Antoine. Oui, alors désolé, je mets pas ma caméra. Et ouais, c'est très intéressant parce que je suis un peu dans ce sujet-là, moi, d'aujourd'hui, de tenir un peu la barque sur un de mes projets. Et donc, ça me parle beaucoup et ça me rassure aussi d'avoir
des gens qui sont comme moi et ne serait-ce que de le dire qu'il faut être serein et bon, ça fait du bien. Donc merci beaucoup Thierry et à tous. En revanche, il y a une question, une réflexion que je me faisais parce que moi je suis né dans le digital pour le coup, je pense, et j'ai l'impression effectivement de plutôt mieux vivre que certaines personnes ou certaines expressions, tout ce qui est relation à distance, tout ce qui est confrontation aux images et le fait de ne pas voir les gens. Enfin, j'ai l'impression que moi, ça m'atteint moins que peut-être des gens. Et oui, j'ai souvent la réflexion de bah, pourquoi tu ne mets pas ta caméra, etc., etc. Parce que justement, je trouve que c'est pas une nécessité pour moi d'avoir ça. Voilà, c'était juste un partage de témoignage qu'autre chose. Oui, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, cette notion de présence, et puis si je le reformule, j'entends la notion de présence des interlocuteurs, ça rejoint un peu ce qu'a dit Caroline tout à l'heure, cette capacité d'écoute et de présence, elle est plus importante pour toi dans le cadre d'une réunion que la réalité visuelle de la personne. Oui. Et je pense qu'effectivement, cette force mentale sensible, elle peut aider beaucoup à ce que ceux qui sont présents, bah, ils restent présents justement parce qu'ils se sentent concernés. Moi, ce qu'a dit Caroline tout à l'heure m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que soit je suis le déroulé de ce qui était de ma présentation, soit effectivement, j'essaie d'apprivoiser cet outil complètement nouveau. J'écoute ce que dit Antoine en disant « mais moi, je ne suis pas obligé d'être visible pour être présent ». J'écoute ce que dit Caroline qui dit bah, « moi, au moment où tu as parlé de toi, j'ai commencé à être intéressé, enfin à m'engager dans la relation ». Et ça, je pense que c'est très important que le dirigeant entende que c'est parce qu'il s'implique, mais globalement dans son unité, ce que j'appelle moi somato-psycho-émotionnel, c'est-à-dire tout entier dans ce qu'il est, que les collaborateurs en présence dans la réunion vont être susceptibles de partager, de dire des choses et d'interagir. Loin des yeux, pas loin du cœur. Hein. Oui, Mélinée. Si je peux juste rebondir sur le fait que je rebondis sur ce que la dernière personne a dit et sur le fait d'être né dans le digital. Effectivement, il y a certaines personnes qui sont nées dans le digital. Du coup, je pense pour ces personnes-là, pour certaines d'entre elles, en tout cas, ils ont du mal à comprendre les difficultés qu'ont les personnes en face d'elles. Et nous, on le vit, enfin, moi, je le vis au quotidien. On a des personnes qui sont extrêmement à l'aise dans le digital et pour lesquelles ça pose aucun problème d'être en relation à distance avec des outils qui changent, parce qu'évidemment, les outils ne sont pas les mêmes d'une réunion à une autre. Et puis pour d'autres, c'est vraiment très compliqué. Et le lien qui a été perdu avec ces outils-là est vraiment difficile à remettre, à recréer via ces outils-là. Donc la difficulté, c'est vraiment de faire se parler ces deux mondes-là. Pour certains, c'est très naturel et voilà, c'est comme ça et ils le vivent voilà, naturellement et il n'y a pas de problème. Et en face, vraiment des personnes pour lesquelles c'est très compliqué et qui vraiment ont vraiment du mal avec ce mode de fonctionnement. Mais je pense que par rapport à ce que tu exprimes là, il y a quand même quelque chose qui peut être envisagé. Quand il y a quelqu'un qui se sent un petit peu largué dans une réunion comme ça, c'est que le dirigeant ou celui qui est en responsabilité managériale, il puisse proposer un temps d'échange, un temps d'écoute, un temps de partage singulier, c'est-à-dire à deux, après, par SMS ou par message privé, pour dire, pour signifier qu'il a entendu la difficulté. Je pense que dans cette notion de force mentale dans le sensible, c'est aussi que quand il y a des réunions comme ça où il y a 5, 10, 15, 20 personnes, que si celui qui anime la réunion, il perçoit une gêne ou même que la personne le formule, dit je suis vraiment mal à l'aise ou je ne comprends rien ou il y a trop d'éléments, qu'elle puisse aussi reprendre ça 5 minutes, 10 minutes à un autre moment en relation singulière avec le collaborateur qui s'est senti en difficulté. Alors, je ne sais pas si ça répond à
à ta Et, question. et je trouve que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir dire, finalement, les gens, ils ne s'autorisent pas à dire, ah bah, j'ai quelqu'un qui sonne, attention, enfin, j'ai un colis, je dois réceptionner un colis parce que je suis chez moi et que voilà, ou je ne sais pas, j'ai un coup de téléphone important, voilà. De s'autoriser à se dire que finalement, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, hein, quand on est en réunion et qu'on a quelque chose qui arrive entre-temps. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ne s'autorisent pas à faire. Enfin, bah, moi, je le vois dans les réunions. C'est vrai qu'il y a des fois, on est perturbé. Voilà, il y a des choses qui arrivent au cours de ces réunions-là et on n'ose pas tellement dire. On essaie de se cacher pour faire les choses en parallèle ou pour voilà. Mais le fait de pouvoir le dire, franchement, en disant voilà, bah, je suis désolée, là j'ai un appel ou là je suis obligée de couper la réunion 2 minutes parce qu'il y a quelqu'un qui sonne chez moi et qu'il faut que je réponde. Voilà, ça serait plus facile, je pense. Bah, parce que là, ce que tu mets en avant, c'est la notion d'authenticité. C'est-à-dire que parce que les liens, justement, sont plus dans la présence physique des personnes, bah, je pense qu'il faut renforcer cette authenticité de dire, bon, j'ai mon livreur de repas qui arrive, je vais donc interrompre 5 minutes. Et je pense que ça sera beaucoup mieux perçu par les collaborateurs. Moi, je me situe toujours du côté du dirigeant que de couper sa caméra et son son et qu'il y ait tout d'un coup un grand vide. Donc, effectivement, pouvoir… Oui. Ah non, termine, j'ai une question. Donc, je pense que cette notion d'être présent à ce qui est en train de se dérouler, ça me paraît hyper important. Vas-y, Étienne, j'écoute. Est-ce que j'ai une question quand même sur la force mentale et s'empêcher de se mettre à la place des autres parce que justement, on a une force mentale. J'aimerais bien que tu puisses nous éclairer sur l'écueil que ça représente de se mettre à la place de l'autre, que ce soit du côté du manager ou que ce soit du côté du collaborateur, et comment on peut limiter cet écueil, qui est un écueil d'autant plus fort qu'on a justement une force mentale. Alors, dans ce que tu dis, ce que je trouve très intéressant, c'est que la force mentale, elle doit pas mettre les collaborateurs du côté de l'enfant. C'est-à-dire, c'est moi qui ai la force mentale, donc c'est moi qui sais, donc toi, tu ne sais pas. Parce que ça, surtout dans les relations comme ça, en Zoom ou en Teams, ou toutes ces relations dématérialisées, la personne, forcément, elle va se sentir dévalorisée. Donc, effectivement, cette notion de pouvoir signifier une forme de vulnérabilité dans la relation me paraît très importante pour que cette force mentale soit vraiment au service de l'organisation elle-même. C'est-à-dire que oui, je t'en prie. Et il y a quand même un sujet, parce que tu as parlé de la dimension émotionnelle, et le risque avec les émotions, c'est de présupposer l'émotion de l'autre ou de se mettre à la place de ses émotions et du coup d'aller plus loin, trop loin ou à côté. Enfin, il me semble qu'il y a quand même un danger là-dessus. Enfin, en tout cas, Le danger, c'est qu'effectivement, cette émotion qu'on perçoit chez l'autre, puisqu'on l'aperçoit, c'est la nôtre. C'est pas, peut-être c'est celle de l'autre, mais peut-être pas. C'est-à-dire que en termes de perception, cette notion de venir se renseigner sur l'empathie qu'on peut ressentir, c'est-à-dire on peut se sentir fébrile, nerveux, c'est de poser la question, c'est-à-dire de partir du principe que ce qu'on ressent émotionnellement, c'est nous qui le ressentons. Donc après, c'est pas pareil de dire à quelqu'un bon, je me sens un peu tendu, qu'est-ce que tu en penses? Que de dire je te sens tendu. Ça n'a pas du tout la même résonance. Dire à quelqu'un je sens de la tension en moi, qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, tout dépend. En général, dans du fait des relations dématérialisées, ça va renforcer, je dirais paradoxalement, une forme d'intimité. Mais c'est toujours de parler en son nom propre. Mais comment on sépare comment on sépare l'émotion qu'on perçoit chez l'autre et l'effet que ça a sur nous? On part du principe, c'est justement tout l'enjeu de la force mentale, que ce qu'on perçoit, c'est nous qui le percevons. Et c'est pas quelque chose qu'on perçoit de l'autre, c'est quelque chose peut-être qu'on perçoit de l'autre, c'est mettre ce peut-être. C'est peut-être quelque chose qu'on perçoit de l'autre, mais on doit le vérifier. C'est-à-dire que si on est avec un enfant,
on va être amené à imaginer que l'enfant a peur. Mais en fait, c'est à travers… Mais quand on est entre adultes autour de la gestion d'une organisation, c'est quelque part se dire peut-être que ce que je perçois vient de l'autre. En tout cas, ce que je perçois est inscrit dans ma relation à l'autre, mais ça ne vient pas forcément de l'autre. C'est-à-dire, si je me perçois comme inquiet ou triste ou nerveux, bon, ok, il se passe quelque chose dans la relation qui fait que je me sens nerveux ou je me sens inquiet. Mais c'est cette notion de ne pas présupposer que c'est forcément l'autre qui est inquiet ou l'autre qui est nerveux. Parce que sinon, on l'infantilise. Et dans le cadre d'une organisation, l'infantilisation des collaborateurs, c'est très dangereux parce que soit ça charge le dirigeant d'une fonction, je dirais, c'est lui qui est responsable de tout, et donc ça renforce, si tu veux, des comportements d'immaturité. Donc l'empathie, c'est vraiment très délicat à gérer, surtout avec ces nouveaux modes de relation. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Thierry, d'abord une petite remarque de Benjamin qui nous dit qu'évidemment c'est toujours compliqué en visio de reconstituer ce que serait une réunion à 6 ou 8 personnes à cause des écrans, des présentations, etc. Donc la limite entre guillemets des fois de l'exercice. On a parlé de la charte de déconnexion, je l'évoque souvent, mais je trouve qu'on devrait annexer, y compris au contrat de travail, des accords Toltec qui permettent aussi un petit peu de poser la façon dont on peut se conduire les uns avec les autres, et puis en plus avoir une posture aussi un peu personnelle, une notion de parole impeccable qui fait qu'on sent si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on n'est plus dans des jeux d'acteurs. Et aujourd'hui, au moment où on a besoin d'être assuré, de penser collectivement, de développer de l'intelligence collective, si on n'a pas une parole impeccable et que c'est encore des jeux d'acteurs un petit peu je ne dirais pas à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne, il y avait des fois beaucoup plus aussi, des fois presque de morale dans les choses, mais en tout cas, dans la vérité, dans quelque chose qui va à la fois à l'essentiel et qui touche le cœur. On l'a dit tout à l'heure, je crois que cette émotion, on a besoin aujourd'hui de sentir la force, mais de comprendre aussi la souffrance de l'autre. Et c'est là qu'il faut ne rien oublier, parce que les gens à distance et en souffrance, si on ne les détecte pas et qu'en plus ils ont un problème de technologie ou de fracture numérique, alors ceux-là, vraiment, ils sont un peu dans la mouise quand même. Voilà. Oui, alors, bon, par rapport à ça, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Bruno, je pense que la parole vraie, c'est une parole qui émane de ce qu'on ressent. C'est-à-dire, c'est une parole, c'est quelque chose qui est ressenti, donc incarné, qui est transmis aux équipes. Et effectivement, dans les liens dématérialisés, ça demande beaucoup d'acuité. Étant donné que bon, les gens sont vus sur des petites vignettes, on ne les voit pas en entier, on n'en voit que des morceaux. Donc, comment on ressent ça? Comment on peut leur transmettre? Comment on peut aller les chercher si effectivement ils ont décroché par rapport à ce qui est exprimé? Comment on le voit? Alors, normalement, dans le cadre d'une équipe constituée, on connaît les gens. C'est-à-dire que les gens se connaissent. Là, quand on fait une présentation, je dirais, numérique, on ne connaît pas les gens, on apprend à les connaître. Mais quand on est dans le cadre de diriger son entreprise ou de diriger son service, a priori, les gens, on les connaît. Et puis, en général, on les a déjà rencontrés. C'est quand même très rare. Là, c'est tout à fait innovant de se retrouver avec des gens. Alors, dans les participants, il y a des gens que je connais et il y a des gens que je connais absolument pas. Et donc, s'ils ne viennent pas à ma rencontre, moi, ça m'est très difficile d'aller à la leur. Mais dans le cadre de l'organisation, en général, les services sont constitués et le rôle du dirigeant est de maintenir la cohésion, la cohérence de ce corps constitué. Est-ce que c'est clair par rapport à cette notion? À quoi peut servir cette force mentale dans l'organisation et dans le sensible aujourd'hui? Et pourquoi elle est très, très importante? Il me semble. Et
J'aimerais entendre un petit peu Valérie sur les actions un peu aussi collectives que les entreprises aujourd'hui mènent, parce que bon, d'abord, il faut être capable de comprendre et jouer avec cette force mentale. Il faut éviter d'être tout seul, quand même, on l'a dit un petit peu. Et puis, il y a des préparations de cette force mentale à des situations très délicates, hein. On sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en assistance financière des services et de l'argent public. On sait qu'il y en a qui vont avoir des décisions un peu à prendre et qui sont dans des préparations mentales encore un peu plus difficiles, alors avec peut-être des plus petites structures, ce qui n'arrange pas d'ailleurs toujours les choses. Et dans ces petites structures, on trouve beaucoup de la typologie de la CPME en particulier. Donc Valérie, pouvez nous dire un peu aujourd'hui comment vous essayez de venir en appui un peu à vos adhérents et avec notamment ce réseau dont vous m'avez parlé? Alors d'abord, je vais vous dire que ce n'est pas forcément les plus petits qui sont les plus en souffrance, contrairement à ce que vous pouvez penser. Les PME de certaines tailles, là, je revois la semaine prochaine une dirigeante qui a 48 salariés, donc c'est déjà quand même une belle PME. Et pourtant, Dieu sait si elle se démène, mais elle est vraiment en souffrance parce qu'elle est dans un secteur qui est très impacté et les aides et le chômage partiel ne suffisent pas. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas la perspective de reprise, donc c'est difficile. Donc, ce n'est pas la taille de l'entreprise, c'est plutôt le secteur d'activité de l'entreprise qui fait qu'on voit des gens très impactés. Donc, restaurants, événementiels. Moi, j'ai beaucoup de salles de sport. Les dirigeants de salles de sport sont vraiment là déprimés complètement. Donc, ça, c'est la première des choses. Pour revenir tout à l'heure quand même aux réunions visio, je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, j'ai une chef d'entreprise qui m'appelle et qui me dit, voilà, comment je peux faire? Je voudrais investir dans un logiciel parce que j'ai aucun moyen de savoir ce que font mes commerciaux. Ils sont tous en télétravail. Et donc, je ne suis pas sûre qu'ils travaillent, je ne sais pas ce qu'ils font. Et donc là, bon, je l'ai laissé un peu me raconter tout ça. Puis après, je lui ai dit, écoutez, si vous mettez en place un logiciel espion, enfin, qui va regarder ce que fait vos salariés, vous allez vous les mettre tous à dos et ce n'est pas du tout la solution au problème. Je pense qu'à l'inverse, vous devriez peut-être les convoquer à l'entreprise une fois. Envisagez peut-être de le faire une fois par mois. Vous allez leur expliquer ce qui se passe dans l'entreprise, la crainte que vous avez, pour les rallier à votre cause et leur dire que vous avez besoin d'eux pour vous battre, pour qu'ils se battent avec vous, pour que l'entreprise s'en sorte, pour qu'on trouve des commandes. Et je pense que vous aurez un retour bien plus important que de mettre ce mouchard qui va vous servir à rien. Et au bout après, je lui ai passé mon mari qui est directeur commercial, qui lui a dit comment lui, s'il avait eu un patron qui faisait ça, il l'aurait vécu. Ce qui fait qu'au bout d'une bonne heure de discussion, elle m'a dit « je n'avais pas du tout pensé à ça ». Elle a fait une réunion visio où elle leur a expliqué qu'elle devait les voir au bureau, que c'est vrai que c'était compliqué en visio. Et elle a organisé une réunion au bureau. J'attends le retour parce que la réunion est prévue, je crois, cette fin de semaine, je crois que c'est demain. Donc, c'est pour ça que, comme je disais au début, on a quelquefois, on pense des choses, mais c'est bien d'en discuter avec d'autres parce qu'on se fait des idées, on pense pour les autres et quelquefois c'est complètement erroné. Donc, c'est la première réflexion que j'ai à dire. Donc, si vous êtes appelez vos salariés ou faites organiser une réunion comme ça visio pour leur expliquer comment vous voyez les choses, que vous avez besoin d'eux, parce que ce soit le dirigeant, que ce soit le salarié, aujourd'hui, il n'a pas de visio, il n'a pas de projet, il est dans l'angoisse. Si c'est le salarié, c'est est-ce que je vais garder mon travail? Si c'est le dirigeant, est-ce que je vais garder mon entreprise? Donc, on est un peu dans le même bateau et c'est de dire que si on se réunit ensemble, salariés et dirigeants, le mieux, on est dans le même bateau de toute façon. Donc, il faut aller ensemble vers le même chemin. Et de s'auto-motiver, de motiver les autres, ça va donner une force commune qui va être bien plus importante. Donc ça, c'était une anecdote parce qu'effectivement, j'ai vu cette chef d'entreprise qui m'a rappelé le lendemain et qui m'a dit à quelle date elle avait organisé la réunion. Donc maintenant, je la verrai la semaine prochaine, elle m'appellera pour me dire comment ça s'est passé. Donc ça, c'est ma première réflexion. Comme on disait au début,
on est un peu tous tout seuls dans cette période, on n'a plus de lien social, on ne peut plus sortir, on ne peut plus se recevoir. En plus, on est en télétravail, on se voit au travers d'écran. C'est un petit peu compliqué, on n'a pas l'habitude de tout ça. Et même s'il y en a qui sont férus de numérique, moi, je peux vous dire que j'étais en déprime aussi il n'y a pas longtemps parce que, force de voir personne, ça devient compliqué. Donc, la visio, c'est très bien parce que c'est quand même un outil, on s'est rendu compte par là que dans l'avenir, même quand on sera revenus tous en présentiel, il y a des réunions quand on a des commerciaux dans la France entière ou des choses comme ça, qu'on peut organiser de nouveau, alors à plus petite dose, mais c'est quand même un superbe outil et je pense qu'il faut le voir comme ça et il faut le vendre comme ça auprès de ses collaborateurs. Maintenant, les difficultés, oui, on les a, mais on les a de partout, hein, que ce soit salariés, chefs d'entreprise, à tous les niveaux, fonction des secteurs, parce qu'on a quand même malgré tout, il ne faut pas l'oublier, des sociétés qui vont très bien. Avec mes réunions là, que je fais tous les 15 jours, j'en ai toujours au moins 30% qui vont très bien. Donc, et de mélanger des entreprises qui vont mal avec des entreprises qui vont bien, ben, le dirigeant, quand il repart, il fait « Ah mais oui, mais il y a de l'espoir, on n'est pas tous dans la panade, il y a des choses qui vont bien » pour communiquer un peu d'énergie positive. Parce que si vous réunissez que des gens qui vont mal, tout le monde se morfond et ce n'est pas terrible. Il faut mélanger pour avoir des gens qui vont bien, des gens qui vont mal. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les gens qui vont mal qui vont pourrir le moral de ceux qui vont bien, c'est l'inverse qui se passe. Et même dans les visios, peut-être de se dire, bah, tiens, on va mettre un interlocuteur qui est externe à l'entreprise ou voilà, pour influer, pour donner de l'énergie positive aux gens. Valérie, ça me donne juste ce que vous venez de dire, me donne l'occasion d'essayer de rappeler aussi qu'on parle beaucoup dans ce concept aussi des interpreneurs, de ces tiers de confiance, hein, des gens sur lesquels on s'appuie. D'ailleurs, vous en faites partie, vous, pour vos adhérents et d'autres en ont. Ce qu'on a parlé, ce qu'on a évoqué au sein même de l'entreprise et qui est essentiel parce que c'est là d'abord que tout va se passer. Pas oublier non plus la partie un tout petit peu externe avec ces tiers de confiance et ces relais qui doivent comprendre aussi la problématique dans laquelle on s'est engagé et l'état dans lequel on est pour l'aborder, de façon aussi à avoir une action assez concertée et assez cohérente des uns et des autres pour avancer, parce que dans la difficulté, on aura besoin, un peu comme quand on escalade, d'un certain nombre de prises et assez solides. Donc, il faut avoir un peu repéré le chemin. En principe, on l'a fait avant, parce que les tiers de confiance, on ne les découvre pas à la dernière minute, et en particulier quand ça va mal. On les découvre au fil du temps et on les met à l'épreuve. Donc, cet environnement aussi, il doit aussi faire partie de ce projet d'amélioration, de combat, de modifications qu'on va apporter ou de phases un peu compliquées qu'on va avoir à gérer, peut-être même jusqu'au tribunal dans certains cas. Voilà, je voulais aussi qu'on redise attention à l'extérieur, ne l'oublions pas. Oui, mais l'extérieur, effectivement, il est là aussi dans cette notion d'analyser quand même le goût de cet extérieur, parce que vous parlez, Bruno, de tiers de confiance, et justement, cette notion d'identifier qui sont les tiers de confiance, c'est-à-dire qui sont soit les institutions, soit les organisations, soit les personnes qui viennent renforcer la stabilité de la personne en charge des responsabilités. Donc, tout ce qui renforce la stabilité, je dirais, il faut y aller. C'est-à-dire, en fait, qu'une organisation ou une société entière, elle est comme un bateau dans lequel il y a un équipage. Après, la mer qui est autour et elle n'est pas forcément calme et tranquille, hein. Donc, par rapport à ça, je pense que quand il y a des moments où les éléments extérieurs sont extrêmement agités, comme c'est le cas actuellement, tout ce qui est tiers de confiance, c'est qu'est-ce qui, à l'intérieur de ce vaisseau, qu'est l'organisation, qu'est le service, qui est appui pour maintenir la cohésion, la force de l'organisation elle-même. Donc, par rapport à ça, les tiers de confiance, ils peuvent être internes et comme vous le disiez, Bruno, ils peuvent être aussi externes. C'est-à-dire, là, vous parliez du tribunal de commerce, il ne faut pas avoir peur de s'adresser à la loi, ce qui fait loi, comme tiers de confiance qui sert de support à cette force mentale dans le sensible.
C'est-à-dire que le dirigeant ne doit pas forcément avoir peur de solliciter le tribunal de commerce par rapport à des difficultés qu'il traverse et de pouvoir s'appuyer sur lui et pas en avoir peur. D'ailleurs, on aura prochainement un petit webinaire sur la question, hein, c'est-à-dire en quoi le tribunal de commerce est aussi à la fois un passage obligé, mais aussi un passage de conseil et de préparation à des situations. Et on aura l'occasion, avant fin mars, d'évoquer tout cela. Valérie, on peut revenir justement aux appuis que vous prenez, que vous proposez? Oui, alors les fameuses réunions que l'on fait tous les 15 jours où les gens expliquent comment ils vivent la situation et leurs problèmes, ça donne derrière différentes choses. La première, ça peut être un rendez-vous où on étudie ensemble ce qui existe, c'est-à-dire les aides de l'État et du plan de relance, parce que tout le monde diffuse de l'information là-dessus, mais on ne sait pas forcément ce qui correspond à son propre cas, ni comment faire pour le faire. Ce matin, j'avais un rendez-vous avec un expert comptable qui a 80% de sa clientèle qui sont des restaurants et qui, lui, a des dommages forcément collatéraux parce que son chiffre d'affaires existe toujours, mais il ne rentre pas la trésorerie, donc il est impacté, il est en difficulté. Et il m'expliquait qu'on lui avait refusé le PGE, qu'il avait demandé le prêt rebond et qu'il n'avait pas de réponse et qu'il était en train de se demander ce qu'il allait faire. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas saisi le fonds résilience? Il m'a dit, ben, j'ai voulu le faire, mais il n'y avait plus de fonds, c'était terminé. Je lui ai dit, mais non, ça a réouvert depuis aujourd'hui. Ça rouvre aujourd'hui le fonds résilience, donc on peut refaire une demande dessus. Et c'est pourtant un expert comptable. Et ce matin, il était dans la déprime en disant comment je vais me sortir de là. Et c'est moi qui lui ai informé que le fonds résilience rouvrait aujourd'hui, alors qu'il y a des tas d'informations qui sont faites, qui existent pour s'en sortir, mais il y en a justement tellement de l'information partout que du coup, on n'arrive plus à canaliser. Et puis, quand on tape sur Google dans la ligne, on ne trouve pas forcément. Donc, nous, déjà, on flèche les aides en fonction de chacun. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand on voit qu'il y a des difficultés plus importantes, on a le cas d'entreprises fermées qui sont assaillies par leurs bailleurs, parce que c'est vraiment le plus gros problème. Alors, il faut savoir que l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 30 juin, donc aucun bailleur ne peut assigner en résiliation du bail avant au moins l'été prochain. Pardon? Ceci dit, quand vous avez le bailleur qui vous appelle tous les 4 matins en disant « je veux mon loyer, je veux mon loyer, je veux mon loyer », moi j'ai plein de gens qui m'appellent pour ça. Donc là, effectivement, on les reçoit, on leur explique, on leur donne des arguments. Justement, en parlant des procédures qui ont lieu au tribunal, il faut savoir que moi je suis juge au tribunal de commerce. J'étais en charge de la prévention des entreprises en difficulté jusqu'à la fin de l'année dernière et aujourd'hui, je suis justement aux procédures collectives. Donc, ce qui fait que ça me permet d'avoir des éléments concrets sur le sujet. Et là, je leur dis, bah, écoutez, vous savez quoi, vous allez appeler le bailleur, vous allez lui dire, écoutez, soit on trouve un accord ensemble, soit sinon, je vais me mettre en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Et là, vos loyers jusqu'au mois de juin, on va les étaler sur 10 ans. Alors, il vaut mieux qu'on trouve un accord amiable. Je peux vous assurer que ça marche. Valérie, c'est bien. Vous êtes en train de me faire la bande-annonce du prochain webinaire. Je vous en remercie d'ailleurs, parce que c'est effectivement la phase suivante. Juste, je voudrais qu'on revienne à une petite chose avec vous. Et puis, peut-être si Marc Chauvet, qui nous a parlé une fois de l'entreprise libérée, avait un petit commentaire à faire, puisque quand on a réussi à mettre en place une entreprise libérée, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Et si Marc souhaite intervenir, eh bien, je pense que ça peut nous être utile, d'autant qu'on est dans le secteur industriel, qui est déjà à trouver une forme aussi de management un petit peu partagé et libéré. Il peut nous en dire quelque chose. Valérie, revenons-en aux aspects psychologiques des dirigeants et de ce que vous avez fait. Vous m'avez parlé de ce réseau avec lequel vous venez de pactiser aussi un peu. Alors déjà, il y a des gens qui n'ont pas le moral parce qu'ils ont besoin de se réinventer, ils fusionnent d'idées ou alors ils n'en ont pas et ils ne savent pas quoi se faire. Donc là, on a tendance à les envoyer vers vous, vers les entrepreneurs. Vous en avez quand même déjà suivi quelques-uns qui sont tous ravis.
Par contre, pour ceux qui sont dans la phase vraiment grand souci émotionnel et psychologique avec des idées suicidaires, moi j'en ai déjà eu. Nous avons donc créé, avec le tribunal de commerce depuis hier, APESA 93, qui est une association de psychologues qui aide gratuitement les chefs d'entreprise en grande souffrance. Ce sont des sentinelles qui sont souvent des avocats, des greffiers, des mandataires judiciaires ou des gens comme moi qui vont repérer la personne qui est en grande souffrance. Bien évidemment, on demande l'accord du dirigeant parce qu'on ne peut pas le faire sans, et on saisit cette association qui va mettre en place un psychologue qui va aider le dirigeant à reprendre confiance en lui et surtout réussir à lui retirer ses idées suicidaires. Donc, APESA existe déjà dans le 91, le 95, le 77, n'existait pas dans le 93, donc ça y est, c'est chose faite. Ça sera efficace dès le mois prochain. Ça existe beaucoup partout en France, dans plein de départements. Le site s'appelle apesafrance.com. Vous pouvez voir tout ce qui existe sur toute la France. Et il faut faire connaître cela parce que moi, j'ai quand même eu, en 10 ans de direction à la CPME, 2 suicides de chefs d'entreprise, un restaurateur qu'on a retrouvé pendu un matin dans son restaurant et un administrateur à nous, tout simplement, qui a eu des difficultés dans l'entreprise. Du coup, madame est partie et il s'est suicidé. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait trop de choses qu'on n'arrive plus à gérer. Et il était dans notre conseil d'administration, il ne nous avait jamais parlé de rien, on s'était rendu compte de rien et il s'est suicidé. Donc, d'où l'importance de discuter avec les gens pour essayer de voir s'il y a une vraie problématique et de solliciter le réseau APESA ou si c'est quelqu'un qu'on connaît, sa famille. Enfin, il faut en tout cas pas les laisser tout seuls. Merci Valérie. Marc, l'entreprise libérée, comment elle va moi, mentalement? J'ai beaucoup aimé tout ce qui vient d'être dit là. Parce que moi, le ressenti que j'ai là-dessus, c'est que, en fait, la force mentale du dirigeant, bon, je pense que c'est une qualité nécessaire par tous les temps, on va dire, hein, même par les temps d'avant. C'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas surpris ni… enfin, comment dire, ouais, il faut rester vrai, il faut rester à l'écoute, il faut rester… Enfin, toutes ces notions-là, qu'elles soient en présentiel ou à travers une visioconférence, elles doivent rester. Alors, moi, je ne suis pas un fan de la visio, mais c'est vrai qu'on ressent bien l'authenticité. Par exemple, bon, il y a des gens qui ont parlé, je ne les connaissais pas, mais ce que disait par exemple Caroline, j'ai senti que ça sentait le vrai, quoi. Donc, toutes ces notions-là de force mentale, de parler vrai, d'être à l'écoute, elles sont vraies en général. Enfin, c'est une qualité nécessaire du chef d'entreprise. Et bien sûr, c'est encore amplifié parce que dans les moments d'incertitude du moment, là, c'est sûr que c'est encore un peu plus difficile de tenir la barre. Mais c'est dans ces moments-là où, effectivement, on ne peut pas mettre le pilotage automatique. Ça, c'est sûr qu'il y a peut-être encore plus besoin de se parler, de communiquer en utilisant tout ce que disait Thierry. Voilà. Donc, j'ai bien aimé tout ce qui a été dit et j'adhère totalement. Et effectivement, il faut maintenir le lien, organiser le lien. Effectivement, c'est pas en contrôlant qu'on va améliorer l'efficacité des commerciaux qui sont déjà… Bon, voilà, enfin, j'adhère à tout ce qui a été dit. De toute façon, je pense que ce qui est très important par rapport à ça, que ce soit dans vos différentes interventions, bon, moi, ce que j'entends, c'est que cette notion d'articulation les uns avec les autres, elle est aussi un gage de maintenir cette force mentale, mais aussi de la construire, parce que cette force mentale sensible, c'est une donnée totalement nouvelle, parce que la dimension sensible sur laquelle j'ai beaucoup insisté est une dimension qui est très organique et qui est, est-ce que je suis
dans un mental qui est organisé cognitivement, ou est-ce que je suis une force qui s'inscrit et qui permet à chacun de s'inscrire dans une organisation quelle qu'elle soit, de s'appuyer sur les autres, de faire lien, parce que tout ça repose sur la notion du lien et de la relation. Donc pour moi, la force mentale sensible serait le matériau de construction, le matériel initial qui permet que viennent s'agréger les différentes personnes les unes avec les autres autour d'un sens commun. Et est-ce que c'est nouveau? Je ne crois pas. Pas du tout. C'est ce qui a permis à l'humain d'en être là où il en est. Maintenant, les modalités d'action aujourd'hui de cette articulation des humains entre eux, je pense qu'elle est beaucoup plus un peu dans cette notion d'entreprise libérée, de mise en responsabilité de chacun. Ouais. Oui, mais je veux dire, c'est pas lié à la pandémie ou c'est pas lié à la… Non, mais les champs d'action sont en pleine évolution aussi, hein, puisque là, on va plutôt parler, on va aller quand même dans le sens de comment on épargne la ressource humaine, très précieuse aujourd'hui, qui, si elle se sent épargnée, va épargner peut-être différemment la ressource extérieure, c'est-à-dire une notion d'écologie qui commence par la ressource elle-même. Et puis aujourd'hui, on est quand même aussi dans un système extrêmement anxiogène à cause de cette crise qui fait que de tous les côtés, que ça soit, vous avez des enfants étudiants, si vous avez des enfants qui sont à l'école, il y a une désorganisation, une difficulté souvent un peu de se projeter et même de s'organiser tout simplement, bon, qui fait que ça en remet une couche. Mais c'est sûr que la force mentale, il faut l'avoir de tout temps, et je dirais même quand on crée son entreprise si possible. Qu'on n'oublie pas non plus les cadres dirigeants dans ce qu'on dit, hein, parce qu'on parle beaucoup des chefs d'entreprise, mais les cadres dirigeants qui sont souvent très impactés parce que avec aussi cette responsabilité déléguée avec d'autres choses qui se passent à d'autres étages, donc c'est aussi compliqué un petit peu pour eux. En tout cas, voilà, je crois qu'on est d'accord sur le fait qu'il en faut un peu plus probablement que d'habitude, mais il en faut au moins autant. Bah, on va s'arrêter là parce que moi, j'ai mes consultations. Mais parce qu'il est 12h17 et qu'on a pris que 2 minutes d'écart sur ce que l'on avait prévu. Merci. Il y aura un replay, donc merci Thierry Morisseau, merci Valérie, merci à tous les intervenants qui se sont joints à nous. Donc un petit replay qui sera à votre disposition, y compris à ceux qui ont vu et qui nous ont gentiment prévenus qu'ils nous quittaient. Merci à tous et puis soyez forts mentalement et surtout restez pas tout seuls. On est tous là, attentifs à ce qui vous arrive. Merci encore et à bientôt. Merci Thierry. Merci à vous. Au revoir à vous tous. Merci.